Ramanadesk. Donc, ça fait des soirées studieuses, certes, mais on ne fait que sortir de nos habitudes. Déjà qu'on était obligé de sortir des habitudes imposées par la situation épidémique, voire même pandémique due au Covid-19. Et donc, ce virus qui voulait nous imposer justement l'éloignement ne fait que nous rapprocher finalement. Même quand on est loin physiquement, on est proche. Voilà, donc grâce à ce progrès informatique. Et donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter deux thèmes. Le premier, c'est celui qui va être présenté par Dr Melek Keshida, professeur agrégé en médecine interne à l'hôpital Farhat Hachet. Et donc, qui va nous parler Farhat Hachet en Fatouma Belgiba Monastir. Bon, le café, pour moi, n'a pas encore fait tout à fait l'effet. Voilà. Donc, Melek va nous parler du Covid-19 et des maladies systémiques. Qu'en est-il des états des lieux? Surtout avec tout ce qui est tempête cytokinique. Depuis le début, on parlait de tempête cytokinique avec ce virus. Alors, ces tempêtes cytokiniques, que vont-ils faire avec les maladies systémiques où il y a déjà justement un déséquilibre cytokinique? Et par la suite, on aura le plaisir d'entendre Madame Rim Rafalafi, professeure en psychiatrie, chef de service à l'hôpital La Marsa. Donc voilà, Melek, quand tu veux, dès que tu es prête, nous sommes ravis de t'écouter. Alors, je vais juste demander à l'assistance de fermer les micros et on va demander justement qu'on laissera toutes les questions posées à la fin des deux présentations. Donc, on aura 30 minutes pour les discussions. Donc, merci Dr Ranouchi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous voyez très bien la présentation. Elle est partagée actuellement en mode diaporama. Oui, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, on la voit. Donc, voilà. صحة بكم الكل مرحبا بكم à ce troisième webinaire ramadanesque de la Société tunisienne de médecine interne. Et donc nous continuons toujours avec la même thématique qui est le Covid-19. Et ce soir, on va voir essentiellement le Covid-19 au cours des maladies systémiques. Quel est l'état des lieux de cette infection au cours des maladies systémiques et des maladies auto-immunes. Dans ma présentation, je vais me focaliser essentiellement sur la prévalence et sur l'impact de cette infection au cours des maladies auto-immunes et des maladies systémiques. Donc, vous savez très bien que l'infection a été décrite initialement dans la région de Wuhan en Chine. C'était la période entre novembre et décembre 2019. Et par la suite, on avait donc décrit les premiers cas en dehors de la Chine, essentiellement au niveau des pays asiatiques de voisinage, mais aussi au niveau du continent européen, continent africain et continent américain. Et ces cas ont continué d'augmenter et donc jusqu'à ce que l'OMS a déclaré cette infection comme étant pandémie en mars 2020. Mais cette infection, elle continue toujours à avoir de nouvelles ou de nouveaux cas à travers le monde. Et actuellement, l'état des lieux actuel, donc la représentation graphique de l'infection à travers le monde, on est actuellement à plus que 4 500 000 infections Covid de plus, qui est confirmée à travers le monde. Alors, parallèlement à cette expansion géographique des cas d'infection de Covid-19 à travers le monde, on a en parallèle une expansion de données de toutes sortes provenant de tout pays. Et donc, ces données ont concerné essentiellement les données scientifiques, mais aussi des données médiatiques. Et on a
on était confronté à des sorties médiatiques d'experts ou de pseudo-experts qui se sont proclamés experts en la matière, donc dans les différents médias, mais aussi on était confronté à une conversion des réseaux sociaux qui sont devenus en fait une sorte de source d'information pour les patients, donc pour cette infection. Et donc on était confronté durant des semaines et des semaines à des informations concernant cette infection dans les différents réseaux sociaux, décrivant un peu de façon générale la maladie, ses complications, ses manifestations systémiques, ces différentes présentations atypiques et ces différents protocoles thérapeutiques. Et en parallèle à cela, on était confronté aussi à une veille scientifique très abondante, une veille scientifique dans les différentes bases de données concernant des descriptions de cas cliniques, de méta-analyses concernant donc l'infection à Covid-19, mais aussi concernant les essais thérapeutiques et aussi concernant donc les moyens de protection, les recommandations des sociétés savantes, comment agir face à cette infection, comment traiter les patients Covid plus et Covid moins face donc à des situations d'urgence, urgence cardiovasculaire, urgence ORL, urgence endoscopique. Mais aussi, on trouvait même des publications en ce qui concerne la santé mentale du personnel médical et paramédical. Et je vous informe qu'on est actuellement, donc à la date du 15 mai 2020, on est actuellement à 12 250 publications sur le Covid-19, donc à travers le monde. Ces publications ont concerné donc le Covid-19 essentiellement, et ce sont des publications qui ne cessent d'augmenter de jour en jour, puisqu'on est à 5 mois de la déclaration de la maladie ou des premières descriptions de la maladie. On est à 12 000 publications et à titre d'exemple, par exemple, hier, le 14 mai, on était à 11 000 publications. Donc, vous voyez très bien qu'on était donc, à plus que 540 publications en 24 heures. C'est ce qui démontre l'engouement des scientifiques et de la communauté des scientifiques face à cette infection et l'urgence à retrouver et à essayer de mieux décrire cette pathologie afin de mieux connaître cette maladie et retrouver un remède à cette pathologie. Mais face à cette abondance de littérature concernant l'infection Covid-19 de façon générale, si on voulait se focaliser sur l'infection Covid-19 au cours des maladies systémiques et des maladies rhumatismales, on ne trouvait que peu de littérature concernant les maladies systémiques et auto-immunes de façon générale. Donc l'équation, sur PubMed, l'équation Covid-19 et maladies auto-immunes ou maladies rhumatismales ne donne que peu de données de littérature. Ceci est expliqué certes par la rareté des maladies systémiques, puisque ça concerne 5 à 8% de la population en général, et c'est ce qui a incité donc à développer une sorte de base de données concernant pour essayer de collecter les différentes descriptions de maladies systémiques à travers le monde. Alors actuellement, on a deux bases de données. Une base de données sous l'égide de l'EULAR, c'est la base de données Covid-19, donc EULAR. C'est une base de données qui concerne les pays européens essentiellement. Et une deuxième base de données qui est centralisée aux USA. Cette base de données, c'est le Global Rheumatology Alliance, qui comporte des descriptions de maladies auto-immunes provenant des États-Unis et provenant un peu partout à travers le monde. Ce qui est particulier à cette dernière base de données, c'est qu'il y a aussi la possibilité que les patients peuvent accéder à cette base de données et transcrire leurs propres données, que ce soit des données épidémiologiques, des données cliniques, des données thérapeutiques, leur thérapeutique en cours, leur vécu de la maladie.
mais tout en gardant ces données-là séparées par rapport aux données que vont transcrire le personnel médical de façon générale. Alors, ces deux bases de données ont pour objectif de mieux connaître et de mieux décrire l'impact et la prévalence de la maladie, de l'infection Covid-19 au cours des maladies systémiques. Et qui dit maladie systémique et Covid-19, donc pourra certainement dire que, donc de prime abord, que l'infection au Covid-19, ou plutôt que les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique, seraient susceptibles à contracter l'infection puisqu'ils sont sous des traitements immunosuppresseurs, sous des traitements immunodéprimants. Et qui dit patient avec une maladie auto-immune infectée, donc on pensera certainement au pronostic de cette infection au cours de ces maladies. Mais d'autres pensent plutôt que les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique seraient plutôt protégés. Et ils seraient protégés essentiellement du fait des thérapies qui sont en cours. Et je vous renvoie essentiellement à l'hydroxychloroquine et aux anti-interleukine 6, qui font partie de l'arsenal thérapeutique de l'infection Covid-19. Alors, pour essayer de voir les arguments de l'un et les arguments des uns et les arguments des autres, donc, en ce qui concerne l'hypothèse que les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique seraient protégés contre l'infection Covid-19, cette hypothèse, elle repose essentiellement sur l'argument traitement et essentiellement sur l'argument hydroxychloroquine. En effet, l'hydroxychloroquine a été déjà décrit comme ayant une efficacité ou une action antivirale sur les coronavirus de façon générale. Et cette constatation a été décrite depuis le SARS et le MERS. Donc, c'est une constatation qui est confirmée in vitro et in vivo. Et cette action antivirale, elle est due essentiellement à l'interférence de l'hydroxychloroquine sur la glycosylation des récepteurs du SARS-CoV-2. Ces récepteurs qui se trouvent sur la paroi des cellules hôtes, essentiellement les cellules pulmonaires. Donc, l'interférence avec la glycosylation de ces récepteurs, elle va entraver l'entrée du virus à travers ou à l'intérieur de la cellule. Deuxième site d'action de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine, c'est essentiellement au niveau du pH endosomal, ou bien au niveau du pH lysosomal. En effet, ce pH, il est très important pour la fusion du virus ou de la membrane virale avec la membrane lysosomale et la membrane endosomale afin de permettre le relargage du matériel génétique du virus et ainsi permettre sa multiplication. Alors l'action de l'hydroxychloroquine serait une augmentation de ce pH. Et donc, cette fusion ne sera plus possible et donc ça va entraver la multiplication virale à l'intérieur de la cellule hôte. De même, donc cette action sera aussi possible au niveau de l'appareil de Golgi, au niveau du réticulum endoplasmique, là où il y a la maturation, et puis l'exocytose du virus en extracellulaire. L'autre action de l'hydroxychloroquine, c'est son effet immunomodulateur, qui a cet effet essentiellement sur la MAP kinase et sur la phosphorylation des toll-like récepteurs et une diminution de la sécrétion de l'interféron. Donc cette action immunomodulatrice, elle va inhiber ou elle va interférer avec la prolifération virale à l'intérieur des cellules hôtes. Et ces constatations et cette action antivirale, elle a fait le lit en fait aux différentes explorations thérapeutiques et des essais thérapeutiques, et c'est ce qui a permis de mettre l'hydroxychloroquine dans l'arsenal thérapeutique de l'infection Covid. Et je vous renvoie essentiellement aux résultats de l'étude
de l'équipe de Raoult. Donc la première étude, c'était essentiellement, elle était faite sur 20 patients qui ont été mis sous hydroxychloroquine à la dose de 600 mg par jour pendant 10 jours. Et 6 patients, six patients ont été chez qui on a associé en plus l'azithromycine à la dose de 500 mg J1, puis 250 mg par jour pendant les 4 jours suivants. Et on avait suivi de façon quotidienne la négativation de la PCR de ces patients et ils ont démontré que les patients qui étaient sous hydroxychloroquine ont eu une négativation rapide de leur PCR par rapport au sujet contrôle. Et cette négativation de cette PCR, elle était davantage plus importante chez les patients chez qui on a associé l'azithromycine. Cette étude, elle a fait beaucoup, elle a été beaucoup débattue et elle a été corroborée par la suite par les résultats d'une deuxième étude portant sur 80 patients Covid-19 et chez qui aussi on a suivi la négativation de la PCR. Et on a démontré qu'à J7 du traitement, les 83% des patients avaient une PCR négative et à J8 du traitement, 93% avaient une PCR négative. Néanmoins, vu le caractère peu important ou le niveau d'évidence qui était peu important de ces deux études, donc ils ont été beaucoup débattus. Et on a eu beaucoup d'autres études qui ont infirmé ces résultats. En effet, on a des études qui ont choisi de faire le même protocole de cette étude avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine et on a démontré que les patients gardent toujours une PCR positive même 6 jours après le début du traitement. Donc 80% de ces patients avaient toujours une PCR positive. Une autre étude qui était une étude randomisée cette fois-ci, 1 pour 1, un bras sous hydroxychloroquine et un autre bras sous traitement conventionnel. Et les deux bras avaient toujours des PCR négatives de la même façon, avec un délai moyen qui était comparable entre les deux groupes. Une autre étude qui a comparé en fait, les patients sous hydroxychloroquine et sous colchicine, elle a essayé de voir est-ce que si on était sous hydroxychloroquine ou sous colchicine pour une maladie auto-immune ou une maladie auto-inflammatoire, on était protégé ou pas contre l'infection par le SARS-CoV-2. Et cette étude, elle a porté sur 14 500 patients. Et donc là où on a divisé les patients entre Covid plus et Covid moins. Et cette étude avait démontré que l'on ait été sous hydroxychloroquine ou sous colchicine, on a la même probabilité de contracter le SARS-CoV-2 comme infection. Alors, si on n'est pas protégé contre le Covid-19, est-ce que les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique seraient plus susceptibles? Et c'est une hypothèse qui est généralement avancée de prime abord, puisqu'on a l'habitude de dire que les patients ayant une maladie auto-immune, une maladie rhumatismale chronique, seraient à haut risque de toute infection, essentiellement l'infection par le Covid-19. Du fait des traitements en cours, ces patients sont sous immunosuppresseurs et sous corticothérapie au long cours. Ils sont aussi sous biothérapie, sous anti-TNF, sous anti-CD20. Ces patients, ils sont immunodéprimés du fait de la maladie M, où il y a donc cette balance entre du système immunitaire qui est entravé, mais aussi ces patients ont d'autres comorbidités associées à la maladie auto-immune ou à la maladie systémique sous-jacente. Ils peuvent être hypertendus, ils peuvent être diabétiques, ils peuvent être obèses ou ayant des complications des manifestations respiratoires chroniques. Et toutes ces comorbidités, ils ont été démontrées comme pourvoyeuses de gravité ou de forme grave de Covid-19. Autre
Autre argument qui plaide en faveur de la susceptibilité des patients qui ont une maladie chronique ou une maladie systémique de façon générale, c'est essentiellement chez les patients lupiques. C'est un argument qui paraît chez ces patients, puisqu'on a démontré qu'il y a chez ces patients une dysrégulation génétique des récepteurs à l'enzyme de conversion 2. En effet, les patients lupiques sont caractérisés par une hypométhylation du DNA. Cette hypométhylation du DNA cellulaire, elle serait à l'origine d'une hypométhylation des gènes qui vont réguler l'interféron, donc une sécrétion excessive d'interféron gamma qui serait à l'origine de cette tempête cytokinique, mais aussi cette hypométhylation du DNA cellulaire, elle serait à l'origine d'une expression accrue des récepteurs d'enzymes de conversion. Et ces récepteurs étant les récepteurs de prédilection pour le SARS-CoV-2, donc plus on a de récepteurs, plus la cellule sera, donc plus le risque d'infection au Covid-19 sera important, et plus il y a une infection, donc plus il y a un stress oxydant qui va induire une poussée de la maladie et qui va de plus induire une hypométhylation du DNA, donc ça va aggraver cette hypométhylation et on aura ainsi un cercle vicieux. Autre argument, c'est que donc, en plus de cette signature interféron gamma chez les patients lupiques par rapport aux patients sains, on a aussi une signature TNF-alpha chez les patients lupiques. En effet, chez ces patients, il y a une sécrétion accrue de TNF-alpha par rapport au sujet sain. C'est TNF-alpha, donc plus on a de TNF-alpha, plus ça va activer les récepteurs, cette fois-ci, de la TNF-alpha et non pas de l'enzyme de conversion. Et ces récepteurs de TNF-alpha dans les patients lupiques vont agir sur l'infection virale et ils vont favoriser l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule. Néanmoins, si on dit que ces patients seraient susceptibles, on n'a pas eu assez de publications jusqu'à présent qui démontrent cette susceptibilité ou cette prévalence d'infection Covid chez les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique. En effet, on a des publications qui nous viennent essentiellement de la Chine. Ce sont des publications sur des milliers de patients. Ces publications ne montrent pas que les patients ayant une immunodépression de toutes sortes sont plus à risque de contracter l'infection Covid. Donc, par exemple, cette étude, on avait étudié quels étaient les facteurs de risque des formes sévères de Covid-19. C'était essentiellement les complications pulmonaires, le diabète, l'HTA, les maladies cardiovasculaires, l'infection à l'hépatite B et le cancer, mais on trouvait que l'immunodépression n'est comptabilisée que chez 2 patients seulement. De plus, dans cette étude qui comporte 72 000 patients, c'est une étude qui est toujours étude chinoise. Là aussi, on avait essayé d'étudier les facteurs de mortalité chez les patients Covid-19. On avait retrouvé comme facteur de risque les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et le cancer. Mais on ne retrouve pas de mots ou de description de maladies systémiques. Alors peut-on dire que les patients ayant une maladie systémique sont susceptibles à cette infection, ou là aussi, étant donné que ce sont des études chinoises, là aussi on ne nous a pas dit toute la vérité. Alors il fallait attendre que les Italiens décrivent les premières complications d'infection Covid chez les patients ayant une maladie systémique. Et là, je vous montre les résultats du Centre de recherche des maladies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte de Milan. C'est une étude qui porte sur la période entre 25 février et 2 avril 2020. Donc, ça comporte 530 patients avec un âge moyen de 50 ans. Chez ces patients-là, on a 49% de PR, 36% de spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme psoriasique. Le connectivite était représenté dans 3% des cas. Un patient avait une sarcoïdose
et 10% des patients avaient une arthrite juvénile idiopathique. Et en ce qui concerne les thérapies en cours, il y avait 53% des patients étaient sous anti-TNF et 39% des patients étaient sous agents biologiques, essentiellement l'anti-interleukine 6, l'abatacept et le JAK inhibiteur. Alors, donc, après, sur les 530 patients, il y avait 3 patients qui étaient, donc 3 patients seulement étaient confirmés Covid+, avec une PCR. Un patient était âgé de 56 ans ayant une sarcoïdose qui était sous adalimumab et qui a nécessité une hospitalisation avec une oxygénothérapie. Un patient qui avait 40 ans, il avait une spondylarthrite ankylosante et qui était sous infliximab. Un autre patient qui était âgé de 68 ans ayant un rhumatisme psoriasique sous secukinumab et ces 2 derniers n'ont pas nécessité d'hospitalisation, ils étaient traités à domicile. 10 patients ont rapporté un contact avec un patient Covid+, confirmé, mais qui n'ont pas bénéficié d'une PCR et qui ont eu une évolution donc favorable, ils étaient asymptomatiques. Une autre étude toujours italienne, cette fois-ci c'est un sondage avec 2 semaines de suivi des patients qui étaient sous agents biologiques. On avait donc, il y avait 320 patients, donc 57% de ces patients avaient une polyarthrite rhumatoïde, 43% avaient une spondylarthrite ankylosante, 52% avaient été sous anti-TNF alpha et les autres thérapeutiques donc, ont été retrouvés chez 48% des patients. 5 patients étaient déjà sous hydroxychloroquine et là aussi 4 patients seulement étaient confirmés Covid+, et 4 avaient un tableau très évocateur de Covid mais qui n'ont pas bénéficié d'une PCR. Alors, en ce qui concerne le traitement et l'évolution de ces 4 patients, donc tous les patients qui étaient symptomatiques, on a préconisé l'arrêt des agents biologiques chez ces patients. Il n'y avait pas eu de poussée de la maladie systémique sous-jacente, il n'y avait pas eu de cas graves ou de décès chez ces patients-là, et un seul patient qui était âgé de 65 ans avait nécessité une oxygénothérapie. Une autre étude, là aussi, c'est toujours donc, les datas du Centre de recherche des maladies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte de Milan. Et cette étude a porté essentiellement sur les patients ayant une conjonctivite. Et donc, elle a porté sur 123 patients, 61 patients étaient lupiques, 43 patients avaient une sclérodermie systémique, 9 patients avaient une connectivité indifférenciée et 10 patients avaient un syndrome de Sjögren. Et donc, en ce qui concerne les traitements en cours, 60% étaient sous immunosuppresseurs, 25 patients étaient sous agents biologiques et 64% des patients étaient sous corticothérapie avec une dose moyenne de 5 mg par jour. 14 patients ont développé un tableau compatible de Covid-19, mais sans confirmation. Là aussi, ils n'avaient pas accès à la PCR, mais dont l'évolution était favorable. C'était toutes donc, des formes modérées. Et un seul patient, plutôt une seule patiente, qui était âgée de 32 ans, qui avait une sclérodermie systémique avec une atteinte pulmonaire. Elle était sous hydroxychloroquine et rituximab et elle avait donc une évolution fatale de son infection par le SARS-CoV-2. Là aussi, une autre étude italienne, cette étude, donc c'est une étude qui a porté sur la population de Toscane. On a essayé de contacter par téléphone les patients qui étaient suivis pour une maladie auto-immune en Toscanie. Et il y avait donc 458 patients. Parmi ces 458 patients, parmi ces 458 patients, donc 13 patients avaient présenté donc, des symptômes très suspects d'infection au Covid et l'infection était confirmée par PCR sur prélèvement nasal chez 7 patients. Plutôt 7 patients avaient bénéficié d'un prélèvement nasal pour la PCR SARS-CoV-2 et ça a été confirmé chez un seul patient qui a nécessité une hospitalisation en unité de soins intensifs
Et c'était une femme âgée de 68 ans et qui était suivie pour un Sjogren sous prédnisone à la dose de 5 mg par jour et hydroxychloroquine à la dose de 200 mg par jour. Alors, en même période, durant la même période, il y avait, donc en Toscanie, il y avait, donc on avait fait 82 000 tests nasales, donc PCR nasal chez les habitants de Toscanie. Et donc chez tous ces patients, donc les tests étaient positifs chez 7000 patients avec une hospitalisation au milieu de soins intensifs qui a compliqué 225 patients, l'évolution de 225 patients. Alors comme prévalence entre ces deux bras d'études, donc la prévalence de l'infection SARS-CoV-2 était de 0,22%, que ce soit chez les patients ayant une maladie auto-immune ou dans la population générale de Toscanie. Donc c'était une prévalence qui était identique. Un peu donc la description rapide de ces patients. Donc ces patients étaient, donc il y avait des patients avec conjectivite, des patients avec vascularite, avec d'autres maladies auto-inflammatoires. Plus que la moitié était sous corticothérapie, 44% étaient sous immunosuppresseurs conventionnels, 23% des patients étaient sous hydroxychloroquine, 5% sous colchicine et 41% sous agents biologiques. Alors peut-on dire que l'infection Covid chez les patients ayant une maladie systémique, c'est plutôt, il y avait une susceptibilité de ces patients-là à cette infection virale, ou plutôt il y avait une protection contre cette infection virale. Là aussi, donc seuls les résultats de ces bases de données peuvent nous donner une idée plus claire sur ce sujet. On a actuellement les résultats préliminaires donc, de la base de données de l'EULAR jusqu'à la date du 11 mai 2020. On a donc cette représentation graphique des différents cas qui ont été recensés. Les cas les plus importants étaient recensés en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. On a actuellement 628 patients qui sont donc recensés à travers cette base de données. Avec un âge moyen de 50 ans. La polyarthrite rhumatoïde représente 40% de ces patients. 62% de ces patients ont nécessité une hospitalisation. Donc, en ce qui concerne, donc 79% des patients étaient sous agents biologiques ou sous immunosuppresseurs conventionnels. Les symptômes, c'était des symptômes typiques, il n'y avait pas de symptômes atypiques. La majorité de ces symptômes, ce sont des symptômes respiratoires, une toux ou une détresse respiratoire ou une dyspnée, et la fièvre dans 75% des cas. En ce qui concerne les résultats de la base de données centralisée aux USA, donc ça c'est la représentation graphique des patients donc, selon cette base de données, et jusqu'à la date donc, de 6 mai, on a recensé 872 patients. Là aussi, ils sont majoritairement représentés par les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde et les patients ayant un lupus érythémateux systémique. Les comorbidités chez ces patients sont dominées essentiellement par l'HTA, par les manifestations, par les complications pulmonaires, par les complications cardiovasculaires et le diabète, mais aussi l'obésité morbide et l'insuffisance rénale chronique. En ce qui concerne des thérapeutiques en cours chez ces patients, 65% des patients étaient sous immunosuppresseurs conventionnels, 32% des patients étaient sous agents biologiques, 5% étaient sous JAK inhibiteurs, 23% étaient sous antipaludéen synthèse et 20% donc, étaient sous AINS. La corticothérapie, elle était prescrite chez 31% des patients. Alors, pour l'évolution de ces patients, on a 9% de mortalité, ce qui est énorme quand même, et 44% donc, de patients nécessitant une hospitalisation. Les limites de ces bases de données, c'est essentiellement un billet de sélection, puisque seules les formes sévères dans certains pays peuvent bénéficier de la PCR, et on exige que tous ces patients qui sont transcrits sur ces bases de données, on exige qu'ils aient fait une PCR qui serait positive.
Une deuxième limite, c'est l'impossibilité de rapporter tous les cas, puisque certaines spécialités, donc dans certains pays, les rhumatos et les internistes ont été confrontés à la prise en charge de première ligne de ces patients. Donc, ils n'avaient pas assez de temps pour rapporter tous les cas. Et l'autre limite, c'est essentiellement les doublons. Donc, on peut rapporter le même cas par 2 ou 3 médecins ou personnes de la même équipe. Donc là, il y a eu l'implémentation d'équipes de surveillance de qualité pour surveiller la qualité de ces bases de données. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Donc pour conclure, est-ce que les patients ayant une maladie auto-immune ou une maladie systémique seraient plus susceptibles à développer une infection ou ils seraient donc plutôt protégés? Et quel serait l'impact de cette infection chez ces patients-là? Donc cette prévalence et cet impact restent à démontrer, et c'est essentiellement le rôle des bases de données qui vont nous aider à suivre et à mieux connaître ce type particulier de patients. Est-ce qu'on peut avoir une base de données tunisienne ou nos propres données donc chez les 1000 malades qu'on a jusque-là confirmés? Et donc d'autre part, la relation entre Covid-19 et maladie systémique ne s'arrête pas là de prévalence ou d'impact. Il y a aussi, on a décrit donc d'autres entre l'infection et la maladie. Bon, j'ai pas détaillé donc c'était pas l'objectif de ma présentation, mais on avait démontré donc des manifestations systémiques de cette infection virale. On avait démontré une physiopathogénie qui serait systémique-like de l'infection virale, et on avait même démontré que chez certains patients ayant un système immunitaire prédisposé, il y avait une activation, une apparition d'anticorps qui déclenchait de vraies maladies auto-immunes et de vraies maladies systémiques. Et voilà, merci pour votre attention. Merci Melek. Bravo Melek pour cette excellente présentation. Merci. Je souhaite la bienvenue pour tous les participants ayant intégré par la suite les visioconférences. Comme je l'avais dit au départ, on va réserver les questions à la fin de la deuxième présentation. Et donc, j'invite professeur Rim Rafrafi pour nous parler justement des opportunités au changement avec l'infection Covid-19 et le stress, la crise entière qu'on a vécue à l'échelle mondiale. Donc, la parole est à vous, professeur Rim Rafrafi, dès que vous aurez partagé votre écran. Merci. Alors, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, parfait. Oui, parfait. Alors, j'ai beaucoup aimé, merci doctora Melek, vous permettez-moi de vous appeler doctora Melek. J'ai beaucoup aimé votre introduction parce que vous m'avez facilité un peu la tâche. Alors pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, mais à part que je suis engagée, comme vous, j'ai été engagée dans la lutte contre cette maladie et contre surtout les aspects psychologiques de cette maladie, que heureusement pour nous en Tunisie, on a eu plus de stress que la maladie elle-même. Aujourd'hui, dans l'usage courant, une crise, c'est une manifestation violente, c'est-à-dire l'apparition ou la mutation brutale d'un trouble, tel que dans l'expression crise de nerfs. On parle de crise aussi quand il y a une période de tension, une période conflictuelle, comme dans l'exemple d'une crise politique ou d'une crise économique ou sociale, quand on manque de quelque chose, comme dans la crise du logement, la crise de l'épargne. Mais étymologiquement, il faut que je vous rappelle que le mot crise est issu d'un mot grec qui associe deux sens, le sens du jugement et le sens de la décision.
Donc, la crise est une situation insolite caractérisée par son instabilité qui oblige à adopter une gouvernance spécifique pour revenir à notre mode habituel de vie. En chinois, l'idéogramme du mot crise est composé de deux caractères. Le premier signifie danger et le wei et le second ji qui veut dire une opportunité. C'est le moment où les choses peuvent changer, le moment fatidique. Donc, une crise, c'est un moment de tension où on doit prendre une décision et où de nouvelles possibilités ou de nouvelles évolutions sont possibles. Alors, la crise du Covid a été pleinement une crise dans ce sens. Elle a été subite, elle est sans précédent, elle a été intense et il a fallu prendre beaucoup de décisions face à cette crise. Ça a été en plus une pan-crise, c'est-à-dire qu'elle a touché le monde en entier. Ça a été aussi une holo-crise parce qu'elle a touché des aspects différents de la vie. Elle a été médicale. On voit que l'ensemble de la planète a été touché. Elle a été une crise psychologique, je vais y revenir. Elle a été une crise sociale, politique et économique avec une planète qui est confinée, qui est paralysée et qui va souffrir pour de longs mois, plus par les conséquences du Covid que par le Covid lui-même. Ça a été aussi malheureusement une crise éthique. Donc, vous connaissez maintenant tous cette courbe, la fameuse courbe de nombre de cas et pourquoi on tient à faire un confinement pour aplatir cette courbe et pour descendre en dessous de la capacité des systèmes de soins. Alors, cette stratégie, certes, elle a été utile, surtout que même les meilleurs systèmes de soins ont été dépassés par l'afflux de malades et il fallait faire le choix dans certains pays. Est-ce qu'il faut pérenniser la crise économique et sociale ou faut-il tout simplement exposer rapidement la population au-delà même des capacités du système de soins? Ce débat a été fait en Grande-Bretagne, comme vous le savez, et même si cette option n'était pas éthiquement très orthodoxe, elle a été suivie. Mais malheureusement, avec l'évolution que vous connaissez, il y a eu par la suite une rectification de leur politique suivie. Alors, cette fameuse ligne, la ligne en dessous de laquelle le système de soins est dépassé. Alors, je ne trouve pas plus alors, je cherchais ma souris. Bon, alors cette ligne, pourquoi elle était si basse dans certains pays? Pourquoi on a dû rapidement faire le choix d'un confinement? N'est-ce pas une projection sur la population des responsabilités des gouvernements, comme une sorte de c'est à vous de rester chez vous, puisque vous n'avez pas les moyens de vous faire soigner et que la santé a un prix, restez chez vous, on peut pas vous offrir un système de soins qui puisse vous accueillir tous. Donc ça pose des questions d'accès au système de soins qui malheureusement dans le monde n'est pas uniforme. Par ailleurs, elle a posé des problèmes de solidarité entre pays. On a vu l'Europe quasiment se refermer sur elle-même et les liens entre des pays voisins qui ont constitué l'Europe être mis en péril. On a vu aussi dans le pays des tensions entre le nord et le sud. Dans notre pays, en Tunisie, on a eu des tensions entre certains gouvernorats. Donc, toutes ces valeurs ont été bien mises à l'épreuve. Dans notre éthique des soins aussi, dans le monde, on a été affecté. Je donne quelques exemples. Par exemple, devant les ressources médicales limitées et l'afflux massif en réanimation, des notions de choix de patients à réanimer ou à ne pas réanimer font soulever le problème d'équité et de justice.
des principes de non-discrimination face à des sujets âgés, face à des sujets infirmes, face à des exilés, face à des compatriotes ou à des... donc, différentes sources de tension qui, même quand on fait référence à un comité d'éthique dans un hôpital pour décider de la réanimation ou de l'arrêt de la réanimation, mettent quand même le personnel face à des tensions énormes, ce qu'on appelle la blessure morale. Les médicaments ont été peu efficaces, ce qui nous met en frustration comme personnel de santé, ce qu'on est en train de donner aux patients en étant bienfaisant en lui donnant ce traitement, nous nuitons à notre principe de non-malfaisance. Et puis aussi avec les médicaments peu orthodoxes que les gens ont lus sur Facebook ou sur les télévisions et qui viennent vous le demander. Hein. Prescrivez-moi de l'hydroxychloroquine, je suis autonome, donnez-moi ce traitement. Ou donnez-moi cette fameuse plante de Madagascar. Hein. Je veux ce traitement. Alors que vaut cette autonomie du patient et que vaut sa demande? Doit-on y répondre? Que fait-on du principe de responsabilité du patient? Donc, encore une fois, le personnel a été doublement frustré. Enfin, le confinement était difficile. Dans le soin, il y a eu la barrière des équipements de protection. Donc, la qualité de la relation soignant-soigné était difficile. Hein. Et certains patients ont refusé l'hospitalisation, refusé la quarantaine. Alors, ce qui a mis en tension le principe d'intérêt individuel et d'intérêt collectif, et donc qui fait référence à des notions d'éthique utilitariste. Donc, les soignants, encore une fois, ont été dans une situation de difficulté. Donc, vous voyez, rien que d'un point de vue éthique, combien ils ont souffert. Je passe rapidement sur les difficultés liées à l'éthique de la recherche. Quand je vois qu'il y a eu plus de 12 000 études jusqu'à maintenant, bon, mais je me demande, c'est toujours des études de big data. Hein. On ne fait que de collecter des big data, mais les vraies études physiopathologiques ou les études pharmacologiques, elles tardent. Et puis, quelle molécule va-t-on choisir? Comment on va la faire, cette étude en urgence? Je rappelle juste que l'éthique de la recherche en période de pandémie, elle a été codifiée et que persiste le principe de qualité de l'étude, de sa pertinence, de la protection de personnes vulnérables, etc. N'oubliez pas aussi le climat de suspicion autour des molécules candidates. Hein. Va-t-on prendre les vieilles molécules, les molécules des pauvres, ou fait-on un procès d'intention à Raoult parce que son médicament ne va pas rapporter beaucoup de sous? Donc, il y a toujours une suspicion de conflit d'intérêts, qu'il soit matériel ou même non matériel. On a toujours dit qu'on ne croit pas à l'hydroxychloroquine de Raoult parce qu'il vient de Marseille. S'il venait de Paris, peut-être ce serait différent. Et j'espère que quand la recherche aboutira, qu'on trouvera un médicament ou un vaccin ou les deux, il y aura un partage quand même des bienfaits de la recherche pour toute la planète, puisque toute la planète va y participer. Et j'espère que ce ne sera pas que l'Afrique qui va y participer. Alors, je passe aux éléments de la crise psychologique. Pourquoi il y a eu une crise psychologique et comment elle s'est manifestée? D'abord, parce que cette pathologie a été très surmédiatisée, tout concernant les issues fatales. Qu'il y a 85% de gens asymptomatiques ou 10% parmi les symptomatiques seulement qui vont être hospitalisés. On donne plus de 2 à 5% de décès. C'est ce qu'on va entendre. On ne va pas médiatiser tous les aspects de la maladie, mais que les parties négatives. Et sur la maladie est nouvelle, et toute chose nouvelle va susciter notre peur de l'inconnu. Pourquoi on a peur de l'inconnu et comment on réagit face à l'inconnu? Eh ben, les gens vont réagir sur un continuum. Il y en a qui vont réagir comme à l'extrême gauche, comme les autruches, qui vont être dans le déni. Il n'y a rien, ils continuent à vivre normalement, mais ils vont s'exposer
au risque de la maladie puisqu'ils ne croient pas aux gestes préventifs ni aux gestes barrières. À l'autre extrême, il y a ceux qui sont tout le temps en train de se laver les mains, tout le temps, même à domicile, hein, en train de faire le ménage à l'eau de Javel, qui risquent même de boire l'eau de Javel, donc qui sont tout le temps sur le qui-vive. Et là aussi, ceux-là vont mettre en péril leur santé, rien que leur santé mentale, c'est évident, mais aussi leur santé physique. Leur psycho-immunologie est en situation de stress chronique et quand ils vont par malheur rencontrer le SARS-CoV-2, eh ben, ils vont développer une symptomatologie plus sévère. Alors, l'ensemble de ces réactions, en fait, il correspond à la réaction de stress. Regardez cette courbe avec le niveau de stress en abscisse et le niveau de performance en ordonnée. Vous voyez que plus le niveau de stress est bas ici, trop bas, eh ben, notre efficacité comportementale elle est quasi nulle. Et plus le stress augmente à un certain niveau, il est vraiment optimal. Il nous permet de bien réagir. Notre niveau de performance est maximal. Mais si le niveau de stress dépasse une certaine limite, on va rapidement se fatiguer, voire développer des symptômes pathologiques et redevenir totalement non performant. Donc le mieux, c'est d'être au milieu, de faire face à ce stress, à cet inconnu, à réagir, mais à rester suffisamment vigilant, mais sans être trop stressé et ne pas dépasser la limite de la fatigue. Un autre aspect de la crise psychologique, c'est que cette maladie, quand même, elle réveille nos craintes profondes. Notre culpabilité d'avoir été contaminé ou de risquer de contaminer les proches, c'est surtout vrai pour le personnel de santé, c'est encore plus vrai pour le personnel de santé, et notre propre crainte de la mort qui est universelle, et aussi de l'absence de rites funéraires. Ce n'est pas spécifique de notre culture ici en Tunisie, dans le monde, ça a été un facteur de stress énorme. Autre chose, et là je dirais, je pense encore plus en Tunisie, je n'ai pas, là je ne peux pas le confirmer, c'est juste une intuition, c'est que cette maladie est fortement stigmatisée, et encore plus en Tunisie. Et il y a une stigmatisation énorme, et des personnes malades, et des personnes suspectes, et leurs soignants. Et il y a eu malheureusement aussi une stigmatisation des patients par les soignants. Donc ici, ce sont deux affiches qui ont été produites par notre cellule d'aide psychologique à Mogislim pour lutter contre cette stigmatisation au sein de notre hôpital. Un autre aspect psychologique de cette crise, ça a été la distanciation. Certes, la distanciation, elle est physique, elle n'est pas sociale. Hein. On demande aux gens de rester connectés, mais de garder la distance physique. Mais n'oubliez pas qu'il y a une vraie distance sociale entre nous. Hein. C'est plus facile de garder la distance physique quand on a 500 mètres carrés pour soi que de garder la distance quand on est 5 à vivre dans 50 mètres carrés. Donc, le monde n'évolue pas. Toutes les personnes ne sont pas lentilles au même avec les mêmes moyens. Finalement, un effet majeur de cette crise psychologique, c'était le confinement et la quarantaine, qui a causé une difficulté financière pour beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises dans le monde, qui a arrêté quand même les études pour beaucoup d'élèves. Chez nous, ce sera pratiquement 6 mois de vacances pour les enfants. Bonjour les dégâts. Ça a été associé à des troubles du rythme veille-sommeil énormes, surtout chez les adolescents, avec tout son cortège psy, des nouvelles addictions avec substance ou sans substance, des violences intrafamiliales, surtout à l'encontre des femmes et des enfants, bref, toute une pathologie. Donc, cette crise du Covid a été associée à la première crise médicale que vous connaissez tous, les cas de morbidité et de mortalité. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu et qu'il y en aura d'autres vagues. La vague des maladies aiguës qu'on n'aura pas traitées à temps et qu'on aura maltraitées parfois. Et aussi les maladies chroniques
les maladies chroniques qu'on n'a pas diagnostiquées, des cancers qui évoluent qu'on n'a pas diagnostiqués, ou des maladies chroniques diagnostiquées, mais aussi qu'on a délayées, qu'on a postponées à deux ou trois reprises, mais la maladie, elle continue d'évoluer et qu'elle va s'aggraver. Et la quatrième vague, malheureusement, c'est une vague de troubles psy qui a été au début des symptomatologies de stress aigu, notamment chez le personnel soignant, mais aussi dans la population, et on craint sur le long terme une pathologie psychiatrique qui va évoluer et chez la population générale, et chez les patients, et chez le personnel soignant. Donc, il y a des théories aussi de maladies dues à l'encéphalite, l'endothélite qu'on va voir dans le Covid au niveau du cerveau, et on craint des effets à long terme d'apparition de maladies psychiatriques sur le long cours. Donc, l'impact sur la population générale, je ne vais pas le développer, il a été soit des réactions normales, soit une aggravation de troubles préexistants, soit une apparition de toute une pathologie psychiatrique nouvelle. L'impact sur le personnel de santé aussi, il a été étudié dans plusieurs études, je ne vais pas le développer, mais sachez que en comparant le personnel de santé au personnel, c'est-à-dire de santé soignant par rapport au personnel administratif, on voit qu'ils ils ont eu beaucoup plus de peur, d'anxiété, de dépression, et c'était surtout les femmes, les paramédicaux et le personnel directement en contact avec les patients Covid qui ont le plus souffert. Alors, j'arrive au cas de la Tunisie. Alors, le cas de la Tunisie n'est pas unique dans le monde. Vous voyez que sur cette plaque, que quand on compare les pays qui étaient les plus préparés à cette épidémie, les pays les moins préparés, et par la suite, le nombre de cas et les pays les plus touchés et les moins touchés, on voit qu'ils s'opposent. Les mieux préparés ont été ceux qui ont le plus souffert du Covid. Les moins préparés ont été ceux qui ont relativement le moins souffert du Covid. En Tunisie, presque à peine plus de 5 cas pour 100 000 habitants. Donc, alhamdoulilah, on sait que c'est Rabbi Mazdaweli, on ne sait pas ce qui explique le cas de la Tunisie et le cas de pas mal d'autres pays, tels que les pays africains. Est-ce que c'est l'effet Sidi Mahrez? Est-ce que Tunis Trabha Sroun? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, une bonne psycho-immunologie, je l'ai toujours dit, elle nous prédispose à une bonne immunité. Mais il n'y a pas que ça. Et on devra faire des études pour l'expliquer. Il y a beaucoup d'autres hypothèses, des hypothèses immunologiques, des hypothèses environnementales, des hypothèses de polymorphisme génétique des récepteurs ACE. Il faudra faire des études et essayer d'expliquer. En tout cas, en Tunisie, même si on n'a pas eu beaucoup de cas de Covid, on a eu quand même à gérer depuis janvier 2019. On voyait cette vague venir, hein, et depuis la Chine, depuis décembre 2019, donc elle venait, elle croissait et on voyait quasiment la vague s'abattre sur nous. Surtout quand en mars, l'Italie a été submergée et puis la France et qu'on a vu tous les cas de mort en... Alors, je ne vois plus mon diaporama. Vous voyez mon diaporama? Alors, il y a un problème. Diaporama. Je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mon diaporama. Ah, voilà. Voilà. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, donc en Tunisie, on n'a pas eu les cas réels, mais on a eu vraiment une vraie angoisse qui a été préparée depuis la Chine jusqu'à l'Europe. Et en plus, en Tunisie, on a peu de moyens. Notre fameuse barre du système de soins, regardez, elle est très basse. Donc, pas de première vague, mais une crise sanitaire réelle. Et la deuxième vague, là, la vague en vert et la vague en bleu, la troisième vague, on les a eues. Et on aura
la quatrième vague, la vague due au stress économique et au stress sociopolitique dans le pays. Donc, même chez les soignants aussi, on a eu des symptômes que moi j'appelle le syndrome de roule, hein. On a eu peur de ce fameux roule qui allait venir, qui allait venir, qui allait venir. Finalement, heureusement, hein, heureusement, j'espère qu'il ne viendra pas réellement parce qu'on sait faire avec la peur du roule, mais je suis convaincue que notre système de soins n'est pas vraiment préparé à faire face à un afflux de patients comme en Europe. Mais on a eu des réactions dans la population générale, un type de panique ou un type de déni. Et vous avez vu les gens déambuler malgré le confinement, se serrer la main malgré les gestes barrières, se partager leurs bavettes, etc. Donc les réactions de déni. Donc je reviens aux hypothèses, je ne vais pas les développer toutes. Pourquoi ça n'a pas pourquoi il n'y a pas eu autant de cas en Tunisie, mais probablement qu'il y a eu une efficacité et une précocité des mesures de prévention, avec une fermeture précoce des écoles, fermeture des frontières, un confinement précoce. Donc il y a eu des points forts quand même dans la gestion de la crise en Tunisie. Il y a eu des mesures de prévention et de riposte assez précoces et générales, avec depuis l'ancienne ministre et l'actuelle, hein. Et le confinement était total depuis le 16 mars, c'est-à-dire relativement plus précocement qu'en Europe. Il y a eu aussi des campagnes médiatiques bien ciblées, explicatives, officielles. Donc, ça a permis de réduire les fake news. Il y a eu des campagnes de prévention et de soutien auprès des personnes les plus vulnérables. Il y a eu aussi un très bon essor technologique en Tunisie. Rien que notre visioconférence aujourd'hui, on est un pays connecté, on est quand même un pays digitalisé, donc il y a certains points forts dans notre gestion de la crise. Voici des exemples de l'intervention de nos médecins à l'hôpital Moungislim en faveur de la population générale dans les médias. Les médias ont joué un rôle certain, une pléthore de numéros verts auxquels on a participé. Donc, il y a eu quand même certaines choses, des lignes spécialisées pour le personnel de santé, pour les troubles psychologiques. Il y a eu une très grande solidarité dans le pays, une force de créativité, des dons, de l'entraide, des étudiants qui ont fait des choses magnifiques, des ouvrières qui se sont confinées dans leurs usines. Donc, il y a eu pas mal de points forts. Mais ne voilons pas la face, il y a eu quand même des points faibles. Alors, les points faibles ont été surtout la faible capacité du système de soins. Cette crise a le mérite de déterrer et de montrer aux yeux du grand public que notre système de soins, alors la fameuse capacité, notre ligne horizontale, la ligne rouge, elle est très basse, elle est très proche de la base. Il faut que les politiques de santé voient en face que notre capacité de système de soins, elle est très faible, et en moyens techniques et en moyens humains, pour faire face à un afflux de patients. Et d'ailleurs, même pour faire face à la gestion habituelle, même en dehors de la crise. Le deuxième point faible, à mon avis, ça a été que le circuit Covid national a été flou. Il y a eu un éparpillement des moyens et dans notre courbe des réactions de stress, hein, il faut, pour sortir, pour que le maximum des gens retrouvent ce juste milieu et être efficaces dans leur performance, il faut qu'il y ait un leadership. Un leadership, ce n'est pas nécessairement une personne, hein, c'est une équipe, c'est avec une vision. Une vision qui nous montre comment s'en sortir, comment retourner à la maximale efficacité grâce à un discours qui apaise nos émotions, hein, qui nous rassure, mais aussi grâce à des idées claires et grâce à des interventions ciblées.
Et il y a eu des directives de l'INEAS, certes, mais sur le plan national, le circuit est resté flou, à tel point que initialement on pensait que c'était Abdelrahman Memi qui allait prendre les patients. Finalement, les autres hôpitaux en ont pris beaucoup plus. Et entre-temps, tous ces quatre grands hôpitaux par exemple, de la capitale, ont été paralysés dans les circuits Covid-, et entre-temps, la deuxième vague, la troisième vague et la vague psy, elles vont évoluer et elles vont faire plus de mal que de la vague du Covid en lui-même. D'autres points faibles, les directives des institutions de tutelle étaient parfois tardives et même contradictoires, avec ce qui a déclenché une véritable crise du soin. Donc ici, les larmes de M. Maki, pour moi, elles étaient sincères. Je ne critique pas. C'était des larmes qui étaient sincères, qui ont montré, qui ont permis à des gens de comprendre qu'il fallait vraiment respecter le confinement, mais sa manière de mettre la bavette, sa manière de prendre un bain de foule alors qu'on demande à respecter la distanciation font qu'il y a un double discours, un double message contradictoire, ce qui a déclenché par exemple une quasi-animosité entre deux hôpitaux voisins qui n'ont pas eu à vivre cette altercation si le parcours de soins était connu et clair. Pourquoi mettre les soignants en difficulté? Un autre aspect faible de la gestion de la crise était la pléthore de fake news de la part des néo-spécialistes. Et là, je nous accuse, nous, médecins. Il y a eu beaucoup de médecins qui ont parlé de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tout le monde est devenu spécialiste. À titre d'exemple, je cite l'exemple d'un cardiologue que j'ai entendu sur les ondes de la radio à une heure de grande écoute, affirmer dès le début, sans qu'il y ait d'études qui le prouvent, l'efficacité de la chloroquine, et les malades du lupus le remercient parce que juste quelques heures après, il y a eu une rupture de plaquenil au niveau des officines. J'ai déjà développé cette plaque en rappelant comment il aurait fallu gérer la crise et comment ressortir le meilleur de chacun d'entre nous pour retrouver un niveau de fonctionnement optimal. Donc, le leadership, un discours qui apaise les émotions et qui est rationnel, une prise en charge de ceux qui sont dans le déni et de ceux qui sont dans l'extrême du stress. Alors, la gestion de crise passe par trois phases. Se préparer, faire face à la crise, puis tirer les enseignements de l'événement pour améliorer les procédures et les structures dans une vision prospective. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au cours de cet exposé. Je rappelle qu'il y a quatre grandes phases d'une gestion de crise. 1. L'anticipation. Il faut se préparer. Il faut réduire la probabilité de survenance de différents risques par une analyse. Quels sont les risques de notre système de soins? Évaluer notre système de soins et chercher à parer les risques dont la gravité couplée à la probabilité est la plus élevée. L'anticipation passe donc par une veille, une évaluation, une prévision qui va permettre une prévention. Des moyens partagés et une approche collaborative vont permettre d'en diminuer les coûts. Ce n'est pas cher d'anticiper. On va le gagner par la suite dans l'efficacité de la gestion de crise. La prévision va nous permettre d'avoir une véritable boule de cristal et de voir quels sont les dangers qu'on risque d'avoir. Et cela va améliorer la résilience de notre système de santé, même face à des crises d'autres natures. Donc la crise d'aujourd'hui, elle va être bénéfique pour notre système de santé si on suit toutes les étapes pour nous préparer à d'éventuelles autres crises, même si elles sont d'une autre nature. Je ne sais pas, un afflux massif de blessés, des victimes de terrorisme, n'importe quelle crise sanitaire. Donc il faut
prendre le temps de faire un listing des risques et de prévoir comment y faire face. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de protection, c'est-à-dire avec des mesures qui ont été étudiées et prédéployées à l'avance. Elles sont conçues pour limiter les impacts et les dégâts collatéraux d'une crise. Par exemple, le fait de faire un bâtiment parasismique si on a une forte probabilité de séisme. Un plan de continuité de l'activité, et c'est ce qui a vraiment manqué dans nos hôpitaux. Comment faire un plan de continuité de l'activité, même quand la structure est en crise majeure, quitte à ce que ce soit en mode minimaliste, quitte à ce que on aurait pu dédier les dispensaires, les centres de première, les centres de première ligne pour leur vocation. Et c'était à eux de trier les patients et de s'en occuper. Et s'il y a une suspicion, il fallait référer à la deuxième ligne. Donc, la troisième étape de la gestion, c'est la gestion de la crise proprement dite avec le diagnostic, action, décision en situation d'urgence, l'organisation pour rassembler les différents intervenants, donner une cohérence à l'action. Ce n'est pas une initiative de chaque hôpital dans son coin, il faut qu'il y ait une optimisation des ressources et de la gestion. Et enfin, la communication, avec une communication qui a un intérêt économique et politique dans une structure, une communication interne qui permet d'optimiser le temps de réaction des équipes et une communication externe pour alerter, informer et rassurer le public et lui donner une confiance dans le système qui le gouverne pour l'avenir. Finalement, la dernière étape, c'est le retour d'expérience, c'est-à-dire quel a été le bilan de gestion de cette crise, partager nos expériences, dire clairement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça va permettre de tirer un bilan de la crise dans un souci de résilience, c'est-à-dire d'améliorer notre adaptation future. Alors, le retour d'expérience de la crise Covid en Tunisie, c'est qu'on a eu beaucoup plus de peur que de mal. Un flou épidémiologique majeur, puisqu'on a très peu de tests en population générale. On ne sait pas quand même, est-ce qu'on est un pays protégé? Est-ce qu'on a déjà eu la vague en janvier et là, on est immunisé? Donc, c'est encore flou. Un impact psychologique qui a été énorme, un impact santé sur les patients non Covid qui a été énorme, une crise économique et sociale et des découvertes quand même louables avec une créativité, une entraide et beaucoup de choses positives, mais qui malheureusement n'ont pas été coordonnées. Les initiatives, on sent qu'elles étaient éparpillées ici et là, il n'y a pas eu un souci de coordination. Donc cela démontre d'un état de base de la politique de santé qui est catastrophique, sans prévision ni anticipation dans tous les secteurs, mais surtout pour le secteur hospitalier, pas de plan de continuité d'activité. Et la gestion de crise a eu des points forts, mais aussi des points faibles, et en diagnostic, et en décision, et en action, et en organisation, et en communication. Donc le changement commence aujourd'hui. Si on veut améliorer notre futur, il faut commencer aujourd'hui. Faisant le bilan de cette crise en Tunisie, à mon avis, il y a deux grandes urgences. Il faut réanimer notre hôpital et il faut penser aux jeunes de demain, nos futurs paramédicaux, nos futurs médecins. Eh bien, aujourd'hui, le monde va les attraper et va leur ouvrir la voie avec un tapis rouge. Si on n'améliore pas leurs conditions de travail, si on ne leur donne pas une self-esteem, une estime de soi qui est nécessaire, ils ne resteront pas dans le pays. Et puis dans le monde, un petit mot sur le monde, eh ben, le monde se porte mieux depuis qu'il y a la crise Covid. Le fameux trou d'ozone a été le mieux colmaté depuis quelques mois. La planète se porte mieux. Est-ce que la planète va tirer des conclusions et changer son comportement? Est-ce que la mondialisation va reculer? Est-ce qu'on va comprendre que l'économie ne peut pas être mondiale? On ne peut pas attendre l'arrivée d'un conteneur de Chine avec ce qu'il y a avec.
virus ou autre, qu'il faut avoir une économie locale qui soit un peu plus développée. Donc, on ne sait pas comment le monde va changer. En tout cas, pendant cette période de confinement, les enfants ont plus profité de leurs parents, les parents en travaillant à domicile ont plus donné du temps pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il y a eu des moments positifs, mais attention, il y aura des nouveaux risques. C'est vrai que la technologie nous a facilité beaucoup de choses actuellement. Cette réunion en est un exemple, mais avec la crise ou grâce à la crise, attention, beaucoup de big data sont en train d'être accumulés. Les données sont du monde, là, elles sont centralisées et il n'y a pas que des intentions louables dans le monde. Un des effets qui va venir certainement, c'est qu'il y aura beaucoup d'emplois qui vont disparaître parce que la machine va prendre la place de l'homme. Donc, il y a de nouveaux risques et il faudra y réfléchir. Pour conclure, je rappelle qu'en chinois, le mot crise est formé de deux caractères. L'un représente le danger et l'autre l'opportunité. Donc, saisissons aussi en Tunisie l'opportunité de changer. Et n'oubliez pas que la vie s'arrête lorsque la peur de l'inconnu est plus forte que l'élan. Donc, gardons notre élan. Je vous remercie pour votre attention.